Des études récentes ont démontré que les élèves qui font de l'activité physique connaissent de meilleurs rendements scolaires. Mais la réussite éducative, ça ne se limite pas du tout aux résultats scolaires. Il faut aussi se pencher sur la démarche pour y arriver et ça, ça passe par la motivation. Bienvenue à un nouvel épisode de Nos premiers podiums, le balado de la 55e finale des Jeux du Québec qui enfin verra le jour à l'été 2022 à Laval. On repart pour une deuxième saison du balado avec encore une fois une programmation variée, des invités, des experts hyper intéressants, intéressantes. Et on continue avec la même cadence, c'est-à-dire qu'on lancera un nouvel épisode par mois jusqu'à la tenue des Jeux en juillet 2022. Et pour lancer le bal, on aborde un sujet d'actualité avec la rentrée des classes. On discutera de l'impact du sport sur la motivation scolaire. Et pour en parler, voici mes deux invités d'aujourd'hui. D'abord, notre expert du jour, il est psychologue du sport et de la performance. Il se spécialise dans les questions de la motivation en milieu de travail, mais également en contexte scolaire, des blocages mentaux, de l'anxiété de performance. En fait, il a décidé de consacrer sa carrière de psychologue à l'étude des facteurs qui influencent, entre autres, la motivation, mais aussi à l'accompagnement d'athlètes amateurs et professionnels. Docteur Jean-Michel Pelletier, bienvenue à nos premiers podiums. Bonjour tout le monde. Notre athlète invitée, c'est une judoka de 19 ans, originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a d'ailleurs participé à la finale des Jeux du Québec d'Alma en 2017. Cette même année, alors qu'elle était première au classement provincial, elle a été invitée à participer au championnat canadien ouvert, compétition qu'elle n'a jamais ratée depuis. Elle fait maintenant partie de l'équipe du Québec relève en judo. Sarah Desbiens, bienvenue. Bonjour, merci. Sarah, pour commencer, parce que là, je sens que tu es un peu timide, mais on va tout de suite casser la glace. Je vais te donner l'occasion de nous présenter un peu ton parcours. Donc, en 1 ou 2 minutes, ton parcours d'athlète, comment tu as commencé avec le judo? J'ai commencé, j'ai découvert le judo à l'école. Fait que j'ai commencé par un peu à l'école, puis c'était un peu récréatif. Mais mes coachs ont vite vu que j'avais quand même un talent. Fait que j'ai tout de suite commencé la compétition dès ma première année. Puis après ça, j'ai eu quelques embûches, je me suis blessée plusieurs fois. Puis j'ai fini par passer au niveau compétitif en 2016. Puis après, j'ai été aux Jeux du Québec. Puis depuis ce temps-là, je participe à plusieurs compétitions de niveau national, international, partout. Fait que pour toi, le judo, ça a commencé à l'école. Donc, ça a encore plus raison d'être avec notre thème d'aujourd'hui, ce qui est l'impact du sport sur la motivation scolaire. Jean-Michel, moi, je suis curieuse de t'entendre sur pourquoi t'être spécialisé dans cette branche-là de la psychologie. C'est parce que moi-même, j'ai vécu plein de choses. J'écoutais Sarah, tu viens juste de dire, il y a des gens qui ont reconnu mon talent. Ça active une émotion qui est super importante, qu'on appelle la fierté. La fierté, c'est une émotion qui est positive, qui amène de l'énergie. Puis l'énergie, amène de la motivation, puis etc., etc. Fait que, moi, quand j'étais jeune, là, j'étais joueur de hockey, mais j'étais un gardien de but. Okay? Si vous saviez à quel point c'est difficile psychologiquement être gardien de but, particulièrement, je trouve que quand on est plus jeune, quand on ne se connaît pas, qu'on est en train de construire notre identité, je ne dis pas qu'un sport ou une position est plus dure que d'autres, c'est juste que sur le plan psychologique, quand tu es un lanceur, quand tu fais du judo aussi, où ta pression est sur toi, la différence entre le judo et être gardien de but, c'est que tu as aussi la pression de l'équipe, pas nécessairement en judo, mais des fois oui. Hein? Tu fais partie d'une équipe aussi, des fois en judo. Mais c'est juste pour vous dire que les positions où la pression est sur nous, il y a des gens qui peuvent nous juger, hein, parce que oui, les êtres humains peuvent juger. On est bon là-dedans, d'habitude. Ça fait partie de l'humanité. Puis, quand on est dans une aréna et qu'il y a des parents qui parlent et tout ça, on le sent, on l'entend, on le ressent. Fait que ces choses-là, moi, j'ai compris vite que la psychologie avait un impact sur ma performance parce que des fois, j'étais super en forme, super motivé, puis il suffisait d'un mauvais but ou d'une chose, puis ça faisait comme une pente fatale. Toute ma partie était rendue dysfonctionnelle et moins optimale.
Puis à d'autres moments, ben, une belle arrêt, ben, je rebondissais, puis j'arrêtais tout après. J'avais l'impression que je devenais comme un mur. C'est le fun, avec on va en parler avec Sarah, là, mais j'aime ça utiliser des analogies ou des images qui représentent notre performance optimale. C'est comme j'ai utilisé le mur comme gardien Ouais. de but, mais c'est juste ça représente. OK, quand je suis performant, j'ai l'impression d'être un mur, que de tout arrêter. Avec les observations que tu as faites là, au cours de tes études, puis tout ça, puis la façon aussi dont tu interviens avec les athlètes, est-ce que c'est vrai que le lien entre l'activité physique et l'activité physique, ouais, la motivation scolaire est plus grand si le sport est pratiqué en contexte scolaire? C'est une bonne question. Moi, je te dirais, là, l'aspect principal, c'est l'accessibilité. Si OK. ton sport est accessible, peu importe qu'il soit en milieu scolaire ou civil, s'il est facile d'accès, relativement pas dispendieux, il y a toujours des frais ou tout ça, mais que le jeune, c'est facile pour lui de se déplacer. Souvent, les jeunes athlètes, 14-15 ans, qui des fois, ils vont dans des sports un petit peu plus élites, ils doivent se déplacer, puis chaque déplacement devient une barrière, justement, au sport. Mais quand c'est dans le domaine scolaire, en fait, l'avantage du scolaire, c'est que tout est facile. Le gym est à côté, le gymnase est à côté, l'endroit. Fait qu'au lieu de, ben, tu sais, je dis pas que moi, je valorise beaucoup le sport scolaire à cause de l'accessibilité, mais ce qu'on devrait vraiment réfléchir, c'est rendre le plus possible accessible les sports ou l'art. Là, on va parler de sport, mais plus c'est accessible, plus la motivation est là. C'est pas toujours la faute des athlètes s'il y a un manque de motivation. Moi, je vois des athlètes, des fois, 45 minutes pour sortir du gym. Effectivement, ça peut être une source de découragement ou du moins ça nous fait perdre un petit peu l'envie d'y aller. Sarah, toi, tu disais que c'est à l'école que tu as découvert le judo, puis je suis un peu surprise parce que je me dis, crime, c'est pas un sport qui normalement est offert en contexte parascolaire. Il y a du basket, il y a du soccer, il y a du hockey, mais toi, explique-moi là, à l'école, est-ce que c'était dans le cadre de ton cours d'éducation physique ou c'était un programme de judo parascolaire? Dans le fond, c'est dans le cadre de notre éducation physique, il avait invité l'école de judo qui est située à côté de l'école. Puis c'est là que là, j'ai trouvé ça le fun. Fait que le soir même, je suis allée voir le cours là-bas. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Là. Ouais. Tu as continué maintenant au niveau civil. Ça t'a aussi appris à voyager. Jean-Michel, si on regarde vraiment les effets positifs de la pratique d'activité physique ou du sport en général sur la motivation scolaire, je sais qu'ils sont nombreux. Je veux que tu les nommes parce que c'est important de réaliser à quel point il y a des effets positifs et ils sont prouvés. Bien, je vais rebondir sur Sarah. Tu sais, Sarah vient de confirmer ce que je venais de dire, parce que la variable qui l'a fait découvrir le sport, c'est que c'était juste à côté de l'école. Je peux me tromper, Sarah? C'était juste à côté, tu as expérimenté. Le judo est venu à l'école. L'accessibilité. Accessibilité. Tu sais, vous voyez, ça reproduit scientifiquement, c'est une variable super importante. Puis le sport, ce que ça a comme impact, c'est que, tu sais, tantôt je parlais de fierté, mais tu sais, c'est vraiment important. Là. Elle a découvert un sport où elle se sentait à la hauteur, ou qu'elle est peut-être un petit peu meilleure, ou qu'elle a des habilités. Puis j'aime pas ça dire meilleure, là, tu sais, parce que souvent on se compare tout ça, mais qu'elle ressent qu'elle est bonne dans ce sport-là. Mais c'est pas rien, parce que peut-être que c'était la première fois qu'elle se sentait aussi bonne dans un sport. Puis c'est dans une vie, il y a des sports qu'on se sent moins bon. T'sais, moi, au basketball, je le sais que mon ballon, il rentre jamais dans le panier, mais c'est pas un sport que naturellement j'ai été porté à me diriger. Mais c'est pas parce que j'aime pas le basketball, c'est parce que je me sens moins bon. Mais au hockey, c'était un autre sport, mais je me sentais meilleur. Puis naturellement, je me suis dit, mais plus c'est accessible, plus les jeunes peuvent expérimenter différents sports, bien, plus ils peuvent savoir dans lequel ils ont des habilités. Puis c'est cette fierté-là d'être bon dans quelque chose, bien, ça peut se transférer à l'école. Ça s'ajoute à l'estime de soi. Fait qu'outre la fierté, l'estime de soi, qu'est-ce qu'on peut aller chercher d'autre aussi au niveau de la motivation dans la pratique du sport? Moi, je pense souvent à l'identité, le sentiment d'identité à un groupe d'athlètes. Souvent, c'est un groupe qui a des qualités de leader, qui vont se démarquer de plein de façons. Moi, c'est à ça que je pense aussi quand je pense au sport scolaire puis à la motivation. Ben, c'est un bon point, Émilie, là, que tu nommes. En fait, pour résumer, là, la motivation, c'est 3 facteurs.
est-ce que est-ce que j'aime ça? Est-ce que je me sens compétent? Puis, est-ce que je suis connecté? J'ai un sentiment d'appartenance. Il y a 3 variables psychologiques. Puis la 4e variable, c'est l'accessibilité. On en a parlé, mais 3 variables psychologiques. Se sentir compétent, choisir le sport parce qu'on aime ça, et la connexion. Puis la connexion, t'en parles. Tu sais, dans le fond, là, quand tu vas faire du sport, puis ta meilleure amie est là, ou ton meilleur ami est là, c'est sûr que tu es plus motivé. Tu sais, des fois, il y a des pratiques, là, sans vouloir dénigrer les pratiques dans le sport, mais des fois, des pratiques, c'est plus plate, hein? Tu répètes un comportement. Ben oui. Mais quand tu fais quelque chose de plate avec tes amis, c'est pas mal plus fun que si, justement, tu te sens rejeté, jugé, intimidé, l'activité est plate, je me sens jugé, bien, c'est sûr que la motivation diminue. Hein. Il y a beaucoup d'athlètes, des fois, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas le sport, c'est parce qu'ils se font des fois intimider socialement. Fait qu'effectivement, quand tu as un sentiment d'appartenance, quand tu te sens que tu fais partie d'un groupe et que tu es apprécié puis aimé, bien, la motivation est plus là. Sarah, de quelle façon, toi, le sport t'a gardé, dans ton cas, le judo, t'a gardé motivée à l'école? Ben, au début, j'ai pas toujours eu de la motivation à l'école, mais j'ai toujours eu de la facilité. Fait que faire le sport, ben, ça me permettait de voyager pis tout, que j'aime beaucoup. Fait que ça me gardait pas aller en compétition pis tout. Ma mère elle me disait, ben, faut que t'aies des bons résultats. Fait que ça me gardait motivée à pouvoir poursuivre puis pouvoir faire ce que je voulais. Fait que là, ça me motivait à réussir mieux. Puis aussi, ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mais c'est ça, parce que toi, tu es rendu à un niveau où est-ce que, bon, quand on parle, par exemple, de championnat canadien, tu dois partir à l'étranger, ça doit te demander de rater des cours, des trucs comme ça. Mais quand on est étudiant, et on le rappelle souvent, on est étudiant avant d'être athlète, il y a cette importance-là de réussite scolaire, puis de s'assurer d'être dans un contexte qui nous permet justement d'avoir ces laissés-passer-là pour partir. Toi, en étant déjà bonne à l'école, bien, ça a été ton outil pour te permettre de pousser ton sport encore plus. Ouais. Jusqu'à temps que j'arrive au cégep et que je comprenne qu'il faut pas. Faut que je mette plus d'efforts parce qu'avant, je réussissais plus facilement. Puis Hop, 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 qu'est-ce qui est arrivé au cégep, Sarah? Je suis curieuse de savoir. Mais je mettais beaucoup trop d'emphase sur pratiquer le judo. Puis je pensais juste, je veux réussir, je veux gagner plus de compé. Puis j'ai manqué un peu de motivation. Puis j'ai appris que si je faisais rien à l'école, ben la journée où que je pourrais plus faire de judo, puis en plus je me suis blessée, fait que c'est là que j'ai comme allumé qu'il faut quand même penser qu'il faut avoir de l'étude ou une carrière après. Là. C'est intéressant, Jean-Michel, ce qu'elle vient de dire, hein, parce que c'est pas un passage, c'est pas une ligne qui est bien droite, là, un parcours d'athlète, surtout pas quand on le pratique en même temps que d'être à l'école. Ça doit être quelque chose que tu vois au quotidien, d'avoir un élève ou un athlète qui performe bien à l'école, qui performe bien dans son sport, et là, ben, oups, on finit le secondaire, on se retrouve au cégep où est-ce qu'on est laissé à soi-même un peu plus, et là, ben, on commence à vivre nos premiers obstacles, peut-être. Bien, c'est un très bon point. Moi, je parle souvent des zones de transition dans le sport ou dans la vie. Tu sais, quand tu passes du secondaire au cégep, il y a une transition. C'est sûr qu'il y a de l'adaptation. Des fois, le cégep est plus loin. Il faut que tu sois plus autonome, tu prennes des décisions, tu prennes tes propres rendez-vous, même avec les professionnels. Tu sais. Les blessures peuvent venir impacter aussi. Tu sais, ton chemin, il est droit, ça va bien. La blessure, bang, oh, ouais. Si je suis juste dans mon sport, il me manque peut-être quelque chose dans mon identité personnelle. Fait que le fait d'investir du temps, je parle souvent d'investir du temps à l'école, puis de se sentir bon à l'école, puis savoir un peu où est-ce qu'on s'en va. Là. Tu sais, des fois, il faut se donner du temps, là, surtout quand on est encore secondaire. Mais s'investir dans différents endroits, ça aide à avoir une identité plus solide, parce que quand ça va moins bien dans un, on a toujours un autre endroit. C'est pour ça que moi, souvent, je travaille avec certains athlètes. Et des fois, il y a des athlètes qui viennent dans mon bureau. Là, toute leur vie, c'était juste le sport. Fait que quand il arrive une blessure, on te retire du sport. Psychologiquement, c'est comme si tu n'étais plus rien au niveau identitaire. Et psychologiquement, ce que je travaille, c'est justement de rétablir son identité parce qu'il n'y a pas juste le sport au niveau identitaire en tant que personne. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas investir beaucoup de temps dans le sport. Là. Comme Sarah, je pense que tu aimes beaucoup ton sport, fait que tu investis beaucoup de temps. Fait que c'est de trouver un équilibre.
Exactement. Est-ce que l'impact du sport sur la motivation scolaire est la même chez les gars et chez les filles? C'est une bonne question, puis c'est une question qui est délicate en même temps, là, dans le sens où que, tu sais, moi, je ne veux pas tomber dans les stéréotypes ou des choses comme ça, mais c'est sûr que des fois, même au niveau développemental, chez les garçons, des fois, il y a 1 an ou 2 ans au niveau de la puberté, tu sais, il y a des différences quand même entre les gars et les filles, puis il y a des différences aussi de contexte, tu sais, des filles qui vont jouer avec les garçons dans certains sports, puis il Ouais. y a des enjeux de ce côté-là, puis je pense que au-delà des différences entre les gars et les filles, moi, je pense qu'on devrait poser des questions. Bien, quand il y a des enjeux qui se passent sur le plan justement des différences sexuelles, tout ça, on devrait avoir de l'espace pour en parler. Parce que, tu sais, ça peut être aussi niaiseux d'avoir un entraîneur, un jeune de 20 ans qui coach des jeunes filles. Tu sais, des fois, ça peut avoir des enjeux. Puis c'est important de parler de ces choses-là parce que ça peut amener des impacts psychologiques positifs ou négatifs, là. Sarah, à part les blessures que tu as déjà mentionnées, y a-t-il un moment où vraiment le sport t'a. Je vais aller peut-être un peu loin en disant t'as sauvé la vie, mais tu sais, vraiment où le sport a été ta bouée de sauvetage par rapport à quelque chose que tu vivais dans un contexte scolaire? Ben, à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis, puis mes seuls amis, c'était pas mal au judo. J'avais quelques amis à l'école, mais tout mon secondaire, mes amis, c'était pas mal des judokas. Fait que, ouais, Donc vraiment de ce côté-là, ton groupe proche, c'était les athlètes avec qui tu partageais ton sport. ouais. Euh, Avec la pandémie, là, ça a été hyper difficile de garder les jeunes motivés à l'école. Est-ce que tu sais, parce que là, bon, les statistiques sont sorties dernièrement qui confirment que le taux de décrochage scolaire, Jean-Michel, a augmenté à la suite de la pandémie. Dans certaines régions du Québec, on parle de 3 à 5 fois le nombre de décrocheurs des années précédentes. Est-ce que tu sais si ces chiffres-là ont été quantifiés, c'est-à-dire, est-ce que ces jeunes-là pratiquaient un sport ou étaient actifs physiquement? Est-ce que ça a eu une incidence? Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus à l'heure actuelle? Expérience clinique, là. Moi, ce que je voyais, c'est beaucoup des gens qui faisaient quand même du sport où ils se déplaçaient. Juste se déplacer en mouvement, où il y avait des actions. Des fois, ils faisaient, juste se déplacer d'une école à son gym ou des trucs comme ça. Il y avait plusieurs mouvements. La pandémie, elle a réduit significativement les mouvements. Ce qui a eu un impact majeur sur la motivation, parce que en gros, quand tu es plus jeune, puis même tout au long de la vie, tu as besoin du mouvement pour avoir de l'énergie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un dynamo. Là. Un dynamo, c'est quelque chose qui se recharge, ça crée de l'énergie parce que ça bouge. Donc, l'être humain est comme ça. Donc, des fois, il faut qu'il dorme, mais l'humain doit bouger, être en mouvement pour se recharger. Puis l'absence de mouvement a créé une diminution de l'énergie. Puis les gens ont dit que c'était de la motivation, parce qu'on dit, rien, t'es pas motivé, tu joues aux jeux vidéo, après 6 mois, il va falloir. Mais dans le fond, c'est une question de plus d'énergie parce qu'on manquait de mouvement. Puis moi, j'appelais ça la lassitude, là, l'espèce de. Ah Vu ouais. qu'on n'a pas bougé Être de la fatigué journée. à rien faire, carrément. Oui, c'est ça. Mais c'est parce que l'être humain a un système énergétique que quand il est dans le mouvement, il y a plus d'énergie au niveau hormonal, fait que ça recrée de l'énergie. Fait que oui, ça a impacté énormément la motivation. Puis là, à l'heure actuelle, ça recommence. Là. On sent qu'on dirait que le dynamo, il repart là, tranquillement, pas vite. Là. Justement parce qu'il y a plus de mouvement depuis le déconfinement. Sarah, comment tu l'as vécu, toi, la pandémie? Parce que tu es habituée justement de pratiquer ton sport pour tes compétitions de haut niveau. On t'arrête complètement. Jusqu'à quel point, parce que je me doute bien que tu étais limitée toi aussi dans tes entraînements, jusqu'à quel point le petit peu que tu as eu t'a permis de rester accroché puis de rester motivé à l'école? Parce que c'était pas facile aussi de faire l'école à la maison, là, faut le dire. Non, vraiment pas. Ben, le fait de. Parce que nous, on avait quand même des cours en ligne de judo, qui est spécial, là, mais ça m'a permis de quand même voir mes amis. Puis ça m'a permis de garder un brin d'accrochage, parce que sinon, je passais la journée devant mon ordi à écouter les profs, là, on va dire. Là, parce qu'écouter les profs pendant toute la séance, c'était quand même. Mais ouais, c'est vraiment le fait de pouvoir quand même le pratiquer qui m'a permis
de quand même réussir l'année parce qu'à un moment donné, j'ai dit à ma mère, je suis vraiment tannée, là. C'est long, on trouvait vraiment le temps long. Puis moi, ma soeur, on s'est même mis à aller à l'extérieur pour faire du patin, puis pour faire d'autres choses parce qu'on était tannés d'être confinés dans la maison. Ce qui m'amène avec ce nouveau facteur, Jean-Michel, qui est le temps passé devant l'écran. C'est un sujet qu'on a abordé dans plusieurs des autres épisodes là, du balado, puis ça revient toujours parce que effectivement, c'est un nouveau facteur qu'on n'était pas vraiment prêt à. Je pense que l'être humain n'était pas prêt de le gérer, d'avoir à le gérer aussi sévèrement en aussi peu de temps. Qu'est-ce que tu en penses de ce temps passé devant l'écran et à quel point ça a un impact sur la motivation scolaire? C'est une très bonne question parce que moi, j'ai un angle un peu différent. Tu sais, tantôt, tu parlais d'être devant l'écran, tout ça. Quand on est dans un mode passif, c'est pas tant l'écran le problème en soi, c'est des fois, quand on est devant l'écran, on est en mode passif. Je vous donne des exemples de mode passif. Écouter Netflix, tu écoutes ton film, la bouche entrouverte, tu joues à ton jeu vidéo, tu sais. Quand la bouche est entrouverte, habituellement, tu es dans un mode passif. Il n'y a pas beaucoup d'action, pas beaucoup de réflexion. Tu reçois de l'information. Des fois, ça peut être super le fun, puis des fois moins le fun, mais tu es dans un mode passif. Si on utilise les écrans de plus en plus, de toute façon, la technologie, on s'en va vers ça. Actuellement, on est devant un écran. Fait que, actuellement, là, je suis en train de vous parler, je suis dans un mode plus actif. En théorie, ça va m'aider au niveau de mon énergie. Je ne sortirai pas de là démotivé et fatigué parce que j'étais un petit peu plus actif. Fait qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent que c'est pas tant l'écran ou l'activité, c'est vraiment est-ce que c'est une activité qui est passive, une activité qui est plus active. Puis plus on va utiliser des jeux vidéo, moi, j'aime ça faire des jeux sérieux, des jeux qui amènent à l'apprentissage. Des fois, dans mes conférences, je fais faire des jeux d'évasion. Puis j'explique les phénomènes psychologiques. Fait que, ils sont en train de réfléchir en même temps. Ils se mettent en équipe, tout ça. Donc, on utilise l'écran, oui, mais ils sont dans un mode actif. Puis plus on va apprendre à utiliser les écrans dans un mode actif, moins on va être dans une guerre jeux vidéo, écran, mal. Le reste, c'est bien. Puis pourquoi un combat alors qu'on devrait réfléchir de plus en plus à comment on peut rendre les expériences sur les écrans plus actifs? C'est intéressant, ça. Sarah, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'obstacles, justement, à cette motivation scolaire-là, même si on fait du sport? Entre autres, le temps d'écran en est un, mais je trouve que ça semble être de plus en plus difficile. Ça demande plus d'efforts de l'étudiant athlète. Ouais, ben, je trouve que, mettons, justement, durant la pandémie, on a été vraiment délaissés. Ben, tout le monde a été délaissé dû aux écrans et tout. Puis, tu sais, même si les profs étaient accessibles, c'était pratiquement impossible pour eux d'être tout le temps accessibles parce que eux aussi, à un moment donné, ils voulaient lâcher l'écran. Puis, je trouve qu'avec ça, les écrans, la motivation, on peut pas rester autant bonne qu'avant. Surtout que moi, j'aime vraiment les cours en présence où que le prof peut mettre de l'intensité. Puis là, avec le fait qu'il aime beaucoup utiliser l'Internet, c'est OK, vous l'écouterez chez vous le soir par vous-même. C'est rare que tu es dans un contexte parfait, comparativement à l'école qui est le contexte parfait, je pense, pour apprendre. Que là, c'est souvent des vidéos que j'ai écoutées. Vous regardez de pouvoir prof, c'est va regarder la vidéo que je t'ai fait, puis c'est dur de dire OK, j'ai comme 3 heures de vidéo à réécouter. Puis moi, je trouve ça plus dur, là. Mais là, ta rentrée scolaire s'est faite en présentiel? Ouais. Comment ça se passe? Tu dois être aux anges. Tu dois être tellement contente d'être en classe. Ouais, j'étais vraiment, vraiment contente, là. Ben, beaucoup de mes amis, eux, non. Mais moi, sans ça, là, je sais pas ce que j'aurais fait parce que l'an passé, là, ça a vraiment été difficile, là. Avec en ligne, là. J'étais pas capable d'être concentrée, pas capable d'écouter. J'avais pas vraiment de motivation. Fallait que ce Puis là, soit tu vois-tu que justement d'être capable de repartir tes activités, fait que là, tu repars le judo, tu repars, tu la sens, cette motivation-là qui revient comme si il était jamais rien arrivé finalement? Ouais. Ben, justement, en plus, au début de la session, j'ai eu le droit d'avoir un camp d'entraînement qui était depuis presque 2 ans, là, sans camp d'entraînement. Puis, tu
ça a vraiment été fun. J'ai vu tout le monde. Puis là, j'ai manqué un peu d'école, là, reprendre les cours. Puis à l'école après, revenir. Puis c'était vraiment plus le fun que l'école finit le vendredi, tu fermes ton ordi, puis c'est la fin de semaine, ben, faut que tu trouves quelque chose à faire, puis c'est être devant l'ordinateur parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. En présence, c'est vraiment mieux. Jean-Michel, je sais que dans tes conférences aussi, tantôt tu parlais de jeux sérieux. As-tu des outils, des ressources que les parents ou encore les entraîneurs qui nous écoutent peuvent, ou même les enseignants, tu sais, j'irais jusqu'à dire que là, on s'adresse aussi aux enseignants, par exemple, en éducation physique ou qui peuvent peut-être utiliser pour justement aller stimuler cette motivation-là, mais aussi peut-être aller diagnostiquer quand c'est peut-être un problème? Bien, c'est une bonne question parce que, en fait, la première chose que je dis aux intervenants, c'est on n'a pas nécessairement la réponse. Souvent, on a tendance à se projeter. Moi, à sa place, là, j'aimerais pas ça. Puis Sarah l'a dit, il y a des gens qui étaient bien contents de rester à la maison. C'était bien correct. Là. Fait que pour certains, ça a les avantages. Je pense à des gens qui sont plus anxieux social. Le fait d'être à la maison, sur le coup, c'est avantageux, mais quand tu reviens, c'est plus difficile, mais sur le coup, ils étaient bien contents. Fait qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé des avantages à la pandémie. Mais moi, le point, c'est qu'il faut faire attention pour ne pas projeter nos propres besoins et nos propres trucs sur les jeunes. En tant qu'adulte, la stratégie, c'est de poser des questions. Est-ce que tu te sens à la hauteur? Est-ce que tu trouves ça difficile? Sur une échelle de 0 à 10, comment tu trouves ça difficile? Est-ce que tu te sens surveillé, contrôlé? Est-ce que tu te sens rejeté, jugé? Des fois, les ados sont plus mal à l'aise de répondre à ces questions-là. Fait qu'il y a différentes formulations de phrases, mais gênez-vous pas, les adultes, de poser des questions parce que la personne qui a la réponse, c'est l'athlète, c'est le jeune. Même si on essayait de deviner, moi je suis psychologue, là, j'ai fait des études, je pourrais jamais, j'ai pas un talent de télépathe. La seule façon d'avoir accès à la bonne information, c'est en posant une question. Fait que, tu sais, par réflexe, c'est comme avec Sarah, je pourrais dire, qu'est-ce que tu aurais besoin, s'il y avait une autre pandémie, qu'est-ce que tu aurais besoin pour être plus motivé? Vous allez voir, les réponses des ados vont être plus pertinentes que si on essaye de nous-mêmes essayer de trouver des solutions. Les ados, ils sont capables de dire, ouais, la prochaine fois... Bien, tu sais quoi, je pense que je vais Jean-Michel, je pense qu'on devrait la poser. Elle vaut la peine d'être posée parce qu'on n'est pas à l'abri. Puis l'autre chose, c'est qu'on n'est pas complètement sorti encore. Donc, Sarah, la question est la suivante. Si on revit une pandémie, qu'est-ce qu'on devrait faire pour toi comme enseignant, comme entraîneur, pour vraiment t'aider à rester motivé? De quoi tu aurais besoin? C'est pas d'arrêter le sport comme ils ont fait précédemment, parce que c'était vraiment plate, là. Au moins, quand on a ça, il y a une autre façon de voir des gens. Puis là, puis de se dépenser un peu d'énergie. Comme s'ils reviennent à l'école en ligne, c'est encore confiné dans ta maison. Là. Je crois qu'il faut pas arrêter le sport. Fait que, tu sais, des fois, avec la santé publique, des fois, il y a des enjeux. Fait que, tu sais, moi, je veux pas les nécessairement, on peut pas, des fois, ils peuvent pas pour certains sports, tout ça, mais au-delà de tout ça, comment on peut faire en tant que société pour prioriser hors de tout doute là, le mouvement? Parce que si on ne priorise pas, il faut trouver des solutions pour les amener à faire du mouvement. Des fois, c'est impossible pour certains sports, mais même on l'a vu pendant la pandémie, il y a certaines activités qui étaient permises. Mais ces activités-là qui sont permises, comment on peut les faciliter, les rendre accessibles? Tu sais, je donne un exemple concret. Là. Moi, je suis un joueur de hockey, puis je joue au tennis, tout ça, puis j'aurais jamais pensé faire du ski de fond dans ma vie. Jamais pas ça. J'ai expérimenté une fois à cause de la pandémie, parce que j'avais pas d'autre option. J'ai adoré. Okay, j'ai expérimenté. Mais moi, c'était accessible pour moi parce que j'avais les moyens et tout ça. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de s'acheter une paire de ski de fond. Hein, Mais comment on peut faire en tant que société pour rendre accessible des sports comme ça si on est en pleine période de pandémie? Puis pour moi, tu vois, on revient, si on fait une loupe, là, comment on peut rendre accessible, même s'il y a des contraintes de règlement de la santé publique, quoi que ce soit, comment on peut faire pour s'assurer que nos jeunes, nos athlètes, même nos adultes, hein, surtout si on a besoin de bouger, comment on peut faire pour rester en mouvement malgré les contraintes. Puis ça, c'est une de mes bases de mes interventions, c'est peu importe tes contraintes, on peut trouver, mais les ados, des fois, ont besoin du soutien des adultes puis de la société parce que, tu sais, je veux dire, 500$ pour une paire de ski de fond, on ne sort pas ça de notre poche nécessairement facilement.
C'est C'est pas tout le monde qui intéressant aime ce que tu dis. Non, effectivement, mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui se sont recyclés dans des sports qui étaient possibles de continuer à pratiquer pendant la pandémie, puis il y en a qui ont découvert autre chose. C'est sûr que Sarah, c'est dans un contexte où est-ce qu'elle elle est sur la scène nationale maintenant avec son sport. Fait que quand tu as des objectifs comme athlète puis que tu réussis pas à les atteindre parce qu'on t'empêche de le faire, c'est sûr que c'est frustrant. Mais effectivement, d'outiller et de rendre curieux ces athlètes-là, ces élèves-là, d'essayer autre chose parce qu'au final, effectivement, le sport va avoir un impact positif sur la motivation à l'école. Et si la motivation y est, souvent, on va avoir plus de facilité à réussir d'un point de vue note, parce que c'est pas la finalité en soi. Je le mentionnais d'entrée de jeu. Sarah, quand tu regardes ton parcours des dernières années, tu sais à travers quoi tu as passé, de quoi est-ce que tu es le plus fier? C'est peut-être pas une seule chose, il y a peut-être plusieurs choses. Ben, c'est sûr d'avoir surmonté mes blessures parce que j'ai été blessée quand même longtemps, puis de réussir à revenir, ça a été quand même difficile. Parce que j'avais toujours la crainte de me blesser et tout, puis j'ai fini par comme l'oublier. Ça a été vraiment... je suis quand même fière d'avoir réussi à faire ça. Puis c'est sûr de mes compétitions, là, d'avoir gagné des compétitions ou d'avoir pu participer à des plus gros tournois. Là. Justement, juste avant la pandémie, j'étais allée en France. J'étais quand même fière, c'était ma première expérience. De pouvoir y aller, c'est quand même fou. Je pense Ouais, effectivement ta force de caractère dans ton sport te sert aussi à l'école, mais aussi dans ta vie de tous les jours. Jean-Michel, pour la conclusion, je te laisse le mot de la fin comme expert. Tu sais, on sort d'une pandémie, on n'est pas tout à fait sorti. On a parlé des facteurs, on a parlé de l'accessibilité, on a parlé aussi du sentiment d'appartenance, du plaisir, tout ça. De quelle façon on peut conclure justement pour pouvoir dire c'est vrai, le sport a un impact positif sur la motivation scolaire? Bien, tu sais, je vais rebondir sur Sarah. Tu sais, on le voit à quel point son sport lui apporte, tu sais, des voyages, de la fierté, puis ces choses-là. Fait que c'est sûr que de faire en sorte qu'on rende accessible, tu sais, voyager, c'est sûrement que ça coûte cher, là. Il y a des frais, tout ça, puis c'est intéressant de voir que tu as réussi, puis que tu as réussi à performer aussi. Puis il y a un élément que Sarah l'a dit qui est important, c'est que quand il arrive des gros obstacles, comme une blessure, bien, ça aussi, il faut être accompagné. Hein? Je ne sais pas qui t'a aidé, je ne sais pas si tu en es sorti toute seule, mais les blessures, là, c'est un des enjeux principaux des athlètes. Des fois, il y a des petites blessures qui ne prennent pas trop de temps. C'est frustrant, mais ça prend 2-3 semaines. Puis il y en a que ça prend 6 mois, 1 an. Fait que dans ces moments-là, gênez-vous pas pour aller chercher de l'aide de professionnels pour maintenir votre motivation. Parce que être blessé quand tu es un athlète performant, bien, des fois, c'est être assis sur le divan, puis il faut que tu continues à faire des choses actives. Mais c'est pas aussi le fun que faire son sport. Hein? Vous comprenez que faire des exercices comme ça, puis comme ça, c'est pas aussi stimulant que la compétition. Puis, fait que pour certains athlètes, comment on fait dans les périodes plus down, plus difficiles, pour maintenir la cadence, pour revenir à un état de performance. Puis c'est dans cette période de crue-là, Sarah l'a très bien indiqué, puis je suis fier de toi, tu as réussi à revenir d'une blessure. Je ne sais pas c'était quoi le niveau de blessure, mais c'est très difficile psychologiquement, une blessure qui dure plus que 2 mois, 3 mois. Comme mot de la fin, justement, comment on peut aller chercher de l'aide dans ces moments-là, parce que si la blessure est récupérable au niveau biologique, bien, ça serait intéressant aussi qu'on ait des éléments psychologiques pour ramener l'athlète le plus vite possible à la performance. Et ce que je retiens aussi de ce que tu as mentionné tout à l'heure, Jean-Michel, c'est aussi cette importance-là de l'équilibre, c'est-à-dire que si la journée qu'on se blesse, on n'a pas autre chose, puis qu'on n'a pas travaillé fort pour rester motivé à l'école, on n'a plus rien, et vice-versa, c'est-à-dire qu'il doit vraiment y avoir un équilibre entre les efforts qu'on met à l'école pour réussir, mais aussi entre ce qu'on met sur le terrain pour se développer dans notre sport. Là, vraiment, cette balance-là qui est, à mon avis, primordiale et tu l'as mentionné. Sarah, Jean-Michel, ça a vraiment été un plaisir de vous recevoir à nos premiers podiums. La vie reprend son cours. J'espère, Sarah, que tu as de belles compétitions à venir. En tout cas, on va te surveiller. On souhaite bonne chance, puis aussi à l'école. Jean-Michel, pour ta part, je sais aussi que tes conférences sont disponibles. À quel endroit les gens peuvent te suivre ou prendre un peu plus d'informations? Vous pouvez aller sur mon site web, ça s'appelle Playful Academy. Il y a plein d'informations, plein d'ateliers justement sur les blocages mentaux,
puis sur la motivation, sur l'anxiété de performance aussi que les athlètes vivent. Fait que Playful Academy. Merci à vous deux. Merci. Merci, Sarah. Je vous rappelle qu'à la fin de chaque épisode, on vous présente un segment Saviez-vous que c'est une courte capsule informative qui parfois va être utilisée par les fédérations sportives pour dévoiler des nouveautés dans leur programmation. D'autres fois, on l'utilise pour vous présenter les intervenants qui participent à l'élaboration de cette 55e finale des Jeux du Québec. Eh bien, aujourd'hui, la parole est au directeur général de Laval 2022. Saviez-vous que la 55e finale des Jeux du Québec de Laval, initialement prévue en 2020, aura bel et bien lieu l'an prochain? Notre équipe met le cap sur 2022 et regorge d'enthousiasme à l'idée de vous faire vivre une expérience mémorable. Pour saluer la patience de tous ceux et celles qui ont entendu ce moment avec beaucoup de fébrilité, la 55e finale des Jeux du Québec à Laval 2022 s'annonce haute en couleur avec, entre autres, des cérémonies d'ouverture et de fermeture à la Place Belle. À cela s'ajoutera un village des athlètes plus animé que jamais, une programmation complémentaire qui permettra aux visiteurs de profiter de leur séjour pour découvrir les nombreux attraits touristiques de la ville de Laval. La population lavalloise pourra enfin vivre au rythme des Jeux. C'est un rendez-vous du 22 au 30 juillet 2022. Le Québec a rendez-vous à Laval. Merci à Marc Deblois, directeur général du comité organisateur de la 55e finale des Jeux du Québec Laval 2022. J'en profite aussi pour saluer toute l'équipe du comité organisateur qui travaille très, très fort depuis plusieurs années pour enfin pouvoir vivre ces fameux Jeux du Québec de Laval. Eh bien, ils auront lieu. Tout le monde est fin prêt à repartir la machine en prévision de l'été prochain. Merci encore une fois à nos invités d'aujourd'hui, la judoka Sarah Desbiens et le psychologue sportif Jean-Michel Pelletier. Je vous rappelle que les épisodes de la première saison sont disponibles au www.rds.ca/balado-diffusion, également sur la plateforme iHeartRadio. Merci à vous, chers parents, entraîneurs, athlètes, enseignants, avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode de Nos premiers podiums, là où on discute de sujets qui vont bien au-delà du sport.